Imaginez un matin de novembre dans l'Angleterre médiévale, où des colonnes de fumée s'élèvent de chaque village, tandis que les paysans se rassemblent pour le rituel annuel qu'ils appellent le mois du sang. L'air porte l'odeur du chêne et des herbes qui brûlent, pendant que les familles abattent les animaux qu'elles ne peuvent se permettre de nourrir durant l'hiver qui approche. Ce n'est pas de la cruauté, mais de la survie, un rythme ancien, aussi prévisible que les saisons elles-mêmes. Les femmes étalent un sel précieux entre les morceaux de porc, tandis que les hommes suspendent les carcasses dans les fumoirs, et les enfants entassent les légumes racines dans des caves remplies de sable, creusées profondément dans la terre. Chaque geste est délibéré, chaque technique affinée par des siècles d'essais et d'erreurs, chaque bouchée conservée un rempart contre la faim qui rôde durant les mois les plus froids. Cette chorégraphie automnale révèle quelque chose de profond sur la façon dont vivaient nos ancêtres. Ils possédaient un savoir que nous avons largement oublié, une compréhension sophistiquée de la conservation des aliments qui leur permettait de stocker de la viande, du poisson et des légumes pendant des mois, voire des années, sans réfrigération, sans conservateur moderne, sans rien que nous pourrions reconnaître comme de la technologie. Comment ont-ils accompli ce qui nous semble impossible aujourd'hui alors que notre bacon rancit en moins d'une semaine, même au réfrigérateur? Dans cette vidéo, vous découvrirez la science et l'ingéniosité remarquables derrière la conservation des aliments au Moyen Âge, et comprendrez pourquoi vos provisions modernes se gâtent si vite alors que les denrées médiévales duraient tout au long des hivers rudes, jusqu'au printemps de disette. Nous explorerons les multiples méthodes de conservation qui formaient des barrières protectrices contre la décomposition. Du sel qui a bâti des empires économiques et déclenché des guerres, à la fumée qui a transformé la viande périssable en provisions pouvant durer des années. Vous apprendrez comment les Vikings ont découvert le pouvoir du séchage à l'air froid pour créer le stockfish, si durable qu'il fallait le battre au marteau avant de le manger, comment les monastères ont perfectionné la chimie de la fermentation sous le règne de Charlemagne, et comment la douceur du miel est devenue à la fois remède et conservateur grâce à des propriétés que la science moderne commence seulement à peine à comprendre. Nous descendrons dans les systèmes de stockage souterrains qui exploitaient le refroidissement naturel de la Terre, examinerons les rituels d'abattage d'automne qui déterminaient qui survivrait jusqu'au printemps, et affronterons la dure réalité de la période de soudure, lorsque même les foyers bien préparés faisaient face à des réserves décroissantes. Au cours de ce voyage, vous verrez comment les techniques de conservation ont façonné des économies entières, dicter le rythme de la vie quotidienne et créer des réseaux commerciaux s'étendant sur des continents. Plus important encore, vous comprendrez ce que nous avons perdu avec notre commodité moderne, la résilience, la redondance, le savoir culturel qui rendait les systèmes alimentaires médiévaux remarquablement robustes, malgré leur apparente simplicité. Les réponses pourraient vous surprendre, et elles portent des leçons urgentes pour notre monde fragile et dépendant de la réfrigération. Ouvrez votre réfrigérateur aujourd'hui et examinez ce qu'il y a à l'intérieur. Ce paquet de bacon que vous avez acheté il y a moins d'une semaine montre déjà des signes de décoloration sur les bords. La laitue que vous avez achetée il y a 3 jours a commencé à se flétrir malgré les contrôles d'humidité du bac à légumes. Les fraises achetées hier matin arborent déjà la moisissure blanche et duveteuse qui signale qu'elles sont passées de fraîches à immangeables. Cette détérioration rapide se produit malgré notre technologie avancée, malgré une réfrigération constante à des températures précisément contrôlées, malgré des emballages conçus par des scientifiques de l'alimentation pour prolonger la durée de conservation. Le réfrigérateur moderne, cette merveille de l'ingénierie du XXe siècle, est devenu la seule barrière entre votre nourriture et une décomposition rapide. Que se passe-t-il lorsque cette barrière cède? Une panne de courant de seulement 4 heures met tout en péril. Les fluctuations de température dues aux ouvertures fréquentes de la porte accélèrent la croissance bactérienne. Dès que vous ramenez de la nourriture du supermarché et qu'elle subit ne serait-ce qu'une brève exposition à la température ambiante, le compte à rebours commence. Les bactéries, les levures et les moisissures qui n'étaient que dormantes dans le froid s'activent soudainement, se nourrissant de nutriments, se multipliant de manière exponentielle, produisant les toxines et les composés qui rendent les aliments dangereux ou dégoûtants. Sans réfrigération, la plupart des articles dans votre cuisine deviendraient immangeables en un jour ou deux, certains en quelques heures à peine. Derrière cette fragilité se cache une vérité fondamentale sur la production alimentaire moderne. Les fruits et légumes qui remplissent les rayons des supermarchés ont été sélectionnés sur des générations pour des caractéristiques spécifiques.
une apparence uniforme qui plaît aux acheteurs, des rendements élevés qui maximisent les profits des agriculteurs et une durabilité pendant le transport qui réduit les pertes de la ferme au magasin. Ce pourquoi ils n'ont pas été sélectionnés, c'est leur aptitude naturelle à la conservation. Une variété de tomates anciennes d'il y a un siècle pouvait posséder des composés qui ralentissaient la décomposition, mais elles s'abîmaient facilement pendant le transport. Les variétés modernes survivent au voyage des fermes industrielles, aux centres de distribution, puis aux magasins, voyageant dans des camions réfrigérés sur des centaines ou des milliers de kilomètres. Mais elles manquent de la résilience intrinsèque qui leur permettrait de résister à la détérioration sans un froid constant. L'ampleur de ce réseau de transport révèle notre dépendance à une seule méthode de conservation. Environ 70% de la nourriture que nous consommons voyage par camion réfrigéré, les États-Unis exploitant environ 500 000 véhicules spécialisés qui transportent des millions de tonnes de nourriture chaque année à travers une chaîne du froid ininterrompue. Rompez cette chaîne à n'importe quel point et la vulnérabilité du système devient évidente. Les conservateurs modernes, ces additifs chimiques listés en petits caractères sur les emballages, existent précisément parce que la nourriture elle-même manque de qualité de conservation. Le sel, autrefois le fondement de la sécurité alimentaire, apparaît maintenant sous le nom de chlorure de sodium, parmi une douzaine d'autres ingrédients. Les acides qui se seraient naturellement accumulés par la fermentation sont plutôt ajoutés sous forme d'acide citrique ou d'acide ascorbique. Ces conservateurs permettent la distribution à travers les continents et rendent possible le système alimentaire mondial. Mais ils représentent un aveu que la nourriture moderne, dépouillée de ses défenses naturelles, nécessite une protection artificielle. Considérez le compromis que nous avons fait, souvent sans le reconnaître. Nous avons gagné une commodité remarquable, des fraises en décembre, des fruits tropicaux dans les climats tempérés, une variété infinie de produits disponibles toute l'année, quelle que soit la saison. Nous avons gagné une réduction du travail, car la conservation n'exige plus le labeur éreintant du salage, du fumage et du stockage qui consumait le temps de nos ancêtres. Nous avons gagné en uniformité, chaque tomate ressemblant remarquablement à toutes les autres, répondant à des spécifications de taille et de couleur standardisées. Pourtant, en échange, nous avons accepté un système alimentaire bâti sur un point de défaillance unique, un système qui exige un apport constant en énergie pour être maintenu, un système qui nous laisse démunis lorsque cette énergie vient à manquer. Nous avons accepté la perte du savoir traditionnel, l'oubli des techniques qui ont soutenu la civilisation humaine pendant des millénaires. Nous avons accepté la dépendance à des chaînes d'approvisionnement s'étendant à travers le globe, vulnérables aux perturbations dues à la météo, à la politique, au coût du carburant ou aux pandémies. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Les gens du Moyen Âge, vivant dans un monde sans électricité, sans réfrigération, sans aucune de nos technologies de conservation modernes, parvenaient d'une manière ou d'une autre à empêcher la nourriture de pourrir pendant des mois, et même des années. La vie dans l'Europe médiévale présentait un défi qui déterminait tout le reste. Comment conserver suffisamment de nourriture pendant les saisons d'abondance pour survivre aux saisons de pénurie? Contrairement à la vie moderne, où les épiceries entretiennent l'illusion d'un été éternel, l'existence médiévale tournait autour de la brutale honnêteté des rythmes saisonniers. L'automne apportait l'abondance, les animaux engraissés par les pâturages d'été, les récoltes moissonnées des champs, les vergers lourds de fruits. L'hiver apportait la pénurie quand rien ne poussait et que le bétail consommait le précieux fourrage. Le printemps apportait ce que les paysans appelaient la période de soudure, lorsque même les foyers bien préparés raclaient le fond des tonneaux et priaient pour que les premières verdures sortent de la terre froide. Les enjeux de la conservation ne pouvaient être plus élevés. Une mauvaise récolte signifiait plus qu'un inconvénient ou des prix alimentaires plus élevés. Elle signifiait la famine, voir les enfants devenir cernés et faibles, enterrer les voisins qui n'avaient pas la force de survivre aux maladies de l'hiver. Les chroniques médiévales sont remplies d'entrées laconiques, notant les années où le froid est arrivé tôt, où la pluie a fait pourrir les récoltes dans les champs, où les gelées tardives ont tué les plantations de printemps. Ce n'étaient pas de simples observations météorologiques, mais des condamnations à mort pour ceux qui n'avaient pas réussi à conserver suffisamment de nourriture. Une bonne récolte, en revanche, signifiait la survie, mais seulement si les paysans pouvaient transformer la manne de l'automne en provisions durant jusqu'à la prochaine saison de croissance. Cet impératif de conservation s'est intensifié à mesure que la population européenne a changé de façon spectaculaire au cours de la période médiévale.
Après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, la population a décliné et est restée relativement stable pendant les premiers siècles du Moyen Âge. Puis, entre l'an 1000 et 1347 de notre ère, la population a bondi d'environ 35 millions à 80 millions, portée par les innovations agricoles, un climat amélioré pendant l'optimum climatique médiéval et une plus grande stabilité politique. Les villages se sont étendus pour devenir des villes, les villes des cités, créant des concentrations de personnes dépendantes de la nourriture produite ailleurs. Les surplus agricoles devaient être conservés et transportés pour nourrir les populations urbaines engagées dans l'artisanat, le commerce et la gouvernance plutôt que dans l'agriculture. Paris à la fin du Moyen Âge offre un exemple frappant de l'échelle impliquée. Pour nourrir 200 000 habitants, la ville nécessitait un abattage hebdomadaire de 3 080 moutons, 514 bovins, 306 veaux et 600 porcs. Imaginez le défi de conservation que cela créait, des milliers de carcasses d'animaux qui se putréfieraient en quelques heures par temps chaud, toutes nécessitant un traitement immédiat par salage, fumage ou autre méthode pour atteindre les consommateurs avant de se gâter. Dans un tel monde, gaspiller de la nourriture n'était pas seulement un gâchis, mais potentiellement fatal. Les gens du Moyen Âge avaient une attitude envers les restes de nourriture qui semblerait extrême selon les normes modernes. Rien n'était jeté sans réfléchir. Les restes de table des châteaux et des monastères étaient donnés aux pauvres qui attendaient aux portes, fournissant une subsistance tout en accomplissant les obligations religieuses de charité. Les déchets de cuisine, les parures de légumes ramollis, les coquilles d'œufs, les croûtes de fromage et les morceaux de graisse allaient tous nourrir les porcs qui convertissaient les déchets en viande précieuse. Les foyers sans porc compostaient les déchets organiques ou les enterraient, retournant les nutriments au sol qui produirait les récoltes de l'année suivante. Le concept même de jeter de la nourriture aurait semblé bizarre aux gens du Moyen Âge, un luxe que seuls les insensés pouvaient se permettre. Cette attitude reflétait plus que la frugalité ou la piété. Elle représentait un savoir culturel accumulé, transmis de génération en génération. Les techniques de conservation n'étaient pas écrites dans des livres, la plupart des gens étaient illettrés, mais plutôt transmises de parents à enfants, de maître à apprenti, par la démonstration et la pratique. Les femmes savaient par observation et expérience précisément combien de sel étaler entre les morceaux de viande, combien de temps faire tremper le poisson dans la saumure quand le lard fumé avait suffisamment séché. Les hommes comprenaient quel bois produisait la meilleure fumée, comment creuser des caves à des profondeurs optimales, quand la température de l'automne avait suffisamment baissé pour commencer l'abattage. Ce savoir était sophistiqué, affiné par d'innombrables itérations d'essais et d'erreurs au fil des siècles, mais il restait ancré dans la pratique quotidienne plutôt que dans l'étude formelle. La nécessité qui a motivé cette innovation ne peut être surestimée. La conservation n'était pas une compétence optionnelle ou un passe-temps pour les plus industrieux. C'était la différence entre la vie et la mort, entre un foyer survivant à l'hiver ou succombant à la faim avant le printemps. De cette nécessité a émergé l'un des aspects les plus remarquables de la culture médiévale, un système de conservation des aliments sophistiqué et à plusieurs niveaux que la science moderne commence seulement à apprécier pleinement. La conservation médiévale n'était pas une seule méthode, mais plutôt une approche intégrée combinant de multiples barrières contre la décomposition, chacune renforçant les autres, créant une redondance qui rendait le système résilient même lorsque des techniques individuelles échouaient partiellement. Explorons comment ce système fonctionnait réellement, en commençant par la substance qui a bâti des empires et déclenché des guerres. Les foyers médiévaux avaient besoin de sel pour deux raisons, bien que la plupart des gens modernes ne se souviennent que d'une seule. Certes, le sel était essentiel pour l'assaisonnement, ajoutant de la saveur aux aliments de base fade, pain, bouillie, légumes racines, qui constituaient la majeure partie de l'alimentation médiévale. Pourtant, le rôle du sel en tant que conservateur était bien plus important, plus précieux, plus central à la survie que ses usages culinaires. Chaque foyer, de la plus humble chaumière de cerf au plus grand château, avait besoin de sel, non seulement pour que la nourriture ait meilleur goût, mais pour que la nourriture dure. La science sous-jacente au pouvoir conservateur du sel était inconnue des gens du Moyen Âge, mais ils comprenaient son efficacité grâce à des générations d'observations. Le sel extrait l'humidité des aliments par pression osmotique, le même principe physique qui fait que l'eau se déplace des zones de faible concentration en sel vers les zones de plus forte concentration. Lorsque le sel est pressé dans la viande ou le poisson, l'humidité migre de la chair vers les cristaux de sel, déshydratant l'aliment,
Cette élimination de l'humidité crée un environnement hostile aux bactéries, qui ont besoin d'eau pour survivre et se multiplier. À des concentrations de sel suffisamment élevées, même les bactéries résistantes ne peuvent fonctionner, et le risque de botulisme, la toxine mortelle produite par Clostridium botulinum, est pratiquement éliminé. Les conservateurs médiévaux ne comprenaient ni les bactéries ni la pression osmotique, mais ils comprenaient certainement que la viande fortement salée pouvait durer des années alors que la viande non salée se putréfiait en quelques jours. Deux techniques de salage principales dominaient la conservation médiévale. Le salage à sec consistait à presser des cristaux de sel sec directement dans la viande, puis à superposer les morceaux dans des récipients avec du sel supplémentaire couvrant chaque surface. La viande était souvent lestée pour extraire l'humidité, qui s'accumulait au fond et était évacuée. Par temps froid, et au début du XIVe siècle, l'Europe est entrée dans une période appelée le Petit Âge glaciaire, avec des hivers particulièrement rudes qui se sont prolongés jusqu'au XIXe siècle. La viande conservée par salage à sec pouvait rester comestible pendant des années. La salaison en saumure utilisait une approche différente. Le poisson était emballé dans des couches de sel, tandis que les plus gros morceaux de viande trempaient dans des bains d'eau fortement salés. Le beurre ne nécessitait qu'une teneur en sel de 5 à 10% pour résister à la détérioration, une quantité relativement modeste par rapport au sel utilisé pour la viande. Le lard et le jambon subissaient un traitement particulièrement laborieux, la chair trempant dans la saumure pendant des jours, puis étant suspendue pour sécher et souvent fumée par la suite. Les riches pouvaient se permettre du lard frotté avec des épices coûteuses et du miel avant le fumage, un processus de fumage à froid qui était fait légèrement. Fait intéressant, le terme médiéval bacon désignait principalement la viande salée ou séchée plutôt que des produits spécifiquement fumés, une distinction qui s'est estompée avec le temps. Pour comprendre la centralité du sel dans la vie médiévale, nous devons reconnaître ses dimensions économiques et politiques. Le sel était si précieux que de nombreuses sociétés, y compris Rome, l'avaient utilisé comme monnaie. Des économies régionales entières ont été bâties autour de la production et du commerce du sel. Les villes contrôlant l'accès aux sources de sel ou aux routes du sel sont devenues riches et puissantes. Venise a bâti son empire maritime en partie sur le contrôle du commerce du sel en Méditerranée. Salzbourg, dont le nom signifie littéralement « forteresse du sel », est devenue une ville importante en raison des mines de sel voisines. Bergen en Norvège est devenue la capitale de cette nation et un siège de la Ligue hanséatique en grande partie grâce à son rôle dans l'exportation de poissons salés. La Ligue hanséatique elle-même, cette puissante confédération de guildes de marchands dominant le commerce de la mer Baltique et de la mer du Nord, a fait fortune en monopolisant le commerce du sel. L'infrastructure soutenant la production et la distribution du sel était étendue et sophistiquée. L'ancienne route du sel dans le nord de l'Allemagne reliait les mines intérieures aux ports maritimes, transportant des tonnes de cargaisons cristallines vers les villes qui en dépendaient. La Salzstrasse, la route du sel, allait de Salzbourg au Danube, servant d'artère commerciale médiévale vitale. Les mines de sel de Salzbourg, en Autriche, et de Hallein, en Allemagne, sont devenues des centres économiques employant des milliers de personnes. Les méthodes de production variaient selon l'endroit. Les zones côtières utilisaient des marais salants où l'eau de mer était canalisée dans des bassins peu profonds et laissée à évaporer sous le soleil, laissant derrière elle des cristaux de sel. Les régions intérieures ont développé des exploitations minières souterraines, extrayant du sel gemme formé à partir d'anciennes mers asséchées. La combinaison de prix relativement élevés, de faibles coûts de production et d'une demande universelle a fait du sel une affaire extraordinairement rentable. Cette rentabilité a attiré l'attention des dirigeants qui ont reconnu le potentiel stratégique et économique du sel. Dans toute l'Europe médiévale, les autorités ont établi des monopoles, imposé des taxes et se sont battus pour contrôler la production et le commerce du sel. Ces efforts ont parfois dégénéré en conflits ouverts. La guerre de la Ligue du sel s'est prolongée de 1353 à 1381, alors que diverses factions se battaient pour le contrôle du commerce lucratif du sel. La guerre du sel de Saxe de 1471 à 1473 a opposé les puissances régionales les unes aux autres dans une lutte pour la taxation du sel et les droits commerciaux. Il ne s'agissait pas d'escarmouches mineures, mais de campagnes militaires soutenues, démontrant que le contrôle du sel signifiait le contrôle de quelque chose de plus fondamental que le simple assaisonnement. Cela signifiait le contrôle de la possibilité même de survivre à l'hiver. Pourtant,
Malgré toute l'importance du sel, ce n'était que le début des stratégies de conservation médiévales. Le sel fonctionnait souvent mieux en combinaison avec d'autres méthodes, créant des couches de protection qui se renforçaient mutuellement. Le fumage de la viande était un processus qui commençait par le sel. Les conservateurs médiévaux comprenaient que le sel et la fumée ensemble produisaient des résultats supérieurs à l'un ou l'autre seul, bien qu'ils n'auraient pas pu expliquer la chimie impliquée. La viande destinée au fumage était d'abord trempée dans une saumure de sel, permettant au sel de pénétrer la chair et de commencer à en extraire l'humidité. Ensuite, la viande salée était suspendue au-dessus de feu, positionnée là où la fumée pouvait circuler autour de chaque surface, tandis que la chaleur séchait progressivement la chair. Alors que la viande se desséchait lentement, elle absorbait une fumée contenant des centaines de composés chimiques, dont beaucoup possédaient des propriétés antibactériennes qui inhibaient davantage la décomposition. Le résultat était des provisions qui pouvaient durer des mois, leur saveur transformée en quelque chose de très différent de la viande fraîche, plus salée, plus sèche, portant le piquant âcre de la fumée de bois. Différents bois produisaient différentes caractéristiques de fumée, et les conservateurs médiévaux développèrent des préférences basées sur la disponibilité et le goût. Le poisson, en particulier la morue, et le porc étaient les viandes les plus couramment fumées, bien que le bœuf et le mouton subissaient également le processus. La technique était particulièrement répandue parmi les classes inférieures, car elle utilisait intelligemment des ressources déjà présentes. Dans les maisons de serre, qui manquaient généralement de cheminées appropriées, la fumée des feux de cuisine montait directement vers le toit. La viande suspendue au chevron près du plafond était automatiquement exposée à la fumée tout au long des mois froids, où les feux brûlaient continuellement. Ce fumage passif ne nécessitait aucun combustible ou travail supplémentaire au-delà de suspendre la viande au bon endroit. Pour les foyers plus riches et pour la production commerciale, le processus était plus contrôlé et élaboré. Sous le règne de Charlemagne à la fin du 8e et au début du 9e siècle, les communautés monastiques ont affiné la salaison et ont expérimenté des formes précoces de salaison à base de nitrite en utilisant des sels minéraux naturels. Bien qu'ils ne comprenaient pas la chimie, que les nitrites empêchaient le botulisme et fixèrent la couleur rose de la viande séchée, ils observaient que certains sels produisaient des résultats supérieurs. Le lard destiné aux tables riches était frotté avec des épices coûteuses, du poivre peut-être, ou de la cannelle importée, ainsi que du miel, qui ajoutait de la douceur tout en contribuant ses propres propriétés conservatrices. Le fumage était un fumage à froid, ce qui signifie que la viande était suspendue assez loin du feu pour qu'elle sèche sans cuire, et l'exposition à la fumée était légère plutôt que forte. Cela produisait un produit plus délicat que les viandes fortement fumées du peuple, bien que cela ajoutait considérablement au coût final. Dans les régions manquant de fort ensoleillement, des structures spécialement construites appelées séchoirs servaient d'installation de séchage et de fumage. Les feux créaient une chaleur qui séchait les fruits, les légumes et les herbes tout en fumant simultanément les viandes et les poissons suspendus à des clés près du toit. Cette conception ingénieuse à double usage maximisait l'efficacité, utilisant le même combustible et le même travail pour conserver plusieurs types d'aliments. Le séchoir représentait l'ingénierie médiévale à son meilleur niveau pratique, simple dans son concept, efficace dans son exécution, ne nécessitant que des matériaux facilement disponibles. Pourtant, le fumage n'était pas seulement une question de chaleur et d'économie de combustible. Les composés antibactériens de la fumée tuaient ou inhibaient activement les micro-organismes tentant de coloniser la viande en train de sécher. Les composés phénoliques, les acides organiques et le formaldéhyde, naturellement présents dans la fumée de bois, contribuaient tous à la conservation. Le processus de séchage lui-même éliminait l'humidité dont les bactéries avaient besoin pour prospérer. Ensemble, le sel et la fumée créaient un environnement hostile, où la décomposition se déroulait extrêmement lentement ou pas du tout. La viande conservée de cette manière pouvait survivre non seulement un hiver, mais plusieurs années si elle était gardée au sec et au frais. Dans les climats plus froids, une technique de conservation encore plus remarquable a émergé. Une technique ne nécessitant ni sel ni fumée, mais exploitant plutôt l'environnement hostile lui-même pour transformer le poisson frais en provision capable de survivre pendant des années. Le mot stockfish vient du frison occidental stockfisk, qui fait référence soit aux clés en bois utilisées pour le séchage, soit à l'apparence de bâton du poisson séché si complètement qu'il devient dur comme du bois. Cette méthode de conservation représente l'une des plus anciennes techniques de conservation des aliments de l'humanité, le simple séchage à l'air,
affiné à une efficacité extraordinaire dans les climats froids et secs de la Scandinavie. Le processus commençait lorsque les pêcheurs attrapaient de la morue dans les eaux glaciales du nord. Ils ouvraient chaque poisson en deux, retiraient l'arête et les organes internes, puis suspendaient les carcasses en portefeuille sur des claies en bois appelées yels, positionnées près du rivage où les vents froids de l'Arctique pouvaient circuler librement. À certains endroits, les poissons étaient simplement posés sur des rochers. Ce qui se passait ensuite était une transformation purement due au climat. La combinaison de basse température et d'une faible humidité extrayait l'humidité de la chair tout en empêchant la croissance bactérienne. Le résultat était remarquable. La morue, qui était au départ une chair tendre et périssable, finissait par ressembler à des planches gris-brun, ne contenant que 15 à 20% de leur teneur en eau d'origine. Cette dessiccation extrême rendait le poisson dur comme du bois. La comparaison n'était pas métaphorique, mais littérale. Le stockfish était si rigide qu'il fallait le battre avec des marteaux ou de lourds maillets pour le ramollir avant de pouvoir le faire tremper dans l'eau pour le réhydrater. Le livre de cuisine de Balthasar Steindl de 1544 incluait l'instruction pragmatique. Il faut battre le stockfish. À Venise, le stockfish était appelé battuto, ce qui signifie battu, un témoignage de la préparation requise. Pourtant, cette préparation laborieuse en valait la peine, car le stockfish, conservé au sec, pouvait durer des années avant de se gâter, et il pouvait être transporté sur de vastes distances sans réfrigération ni conservation supplémentaire. La plus ancienne référence documentée au stockfish apparaît dans la saga d'Egil, une œuvre en prose islandaise du XIIIe siècle, qui raconte qu'en 875 de notre ère, un chef nommé Thorolf a expédié du stockfish de Norvège en Grande-Bretagne. Cela suggère que le commerce du stockfish était bien établi à la fin du IXe siècle, peut-être plus tôt. Tout au long de l'ère viking et jusqu'à la fin de la période médiévale, le stockfish représentait la majeure partie des revenus commerciaux de la Norvège. Il est devenu l'une des marchandises les plus précieuses du Nord, un produit si important qu'il a façonné les économies et les modèles de peuplement. L'importance du stockfish s'étendait au-delà de l'économie à la pratique religieuse. Le calendrier chrétien était rempli de jours de jeûne où la consommation de viande était interdite. Pendant le carême, l'Avent, les vendredis et de nombreux jours de saint, les fidèles devaient s'abstenir de chair. Cela créait une demande énorme pour des sources de protéines alternatives, et le stockfish s'est avéré idéal. Il était bon marché par rapport aux poissons frais ou à la viande. Il durait indéfiniment, et beaucoup de gens le considéraient délicieux lorsqu'il était bien préparé. La combinaison de l'exigence religieuse et de la conservation pratique a créé un marché qui a stimulé une production intensive dans toute la Scandinavie. Bergen, positionné pour collecter et exporter le stockfish produit le long de la vaste côte norvégienne, est devenue la capitale norvégienne et finalement un siège majeur de la Ligue hanséatique. Près de 2000 marchands hanséatiques résidents vivaient à Bergen à son apogée, gérant un commerce qui exportait des milliers de tonnes de stockfish chaque année vers l'Allemagne, la Hollande et l'Angleterre. La recherche archéologique et historique, y compris l'analyse isotopique de restes de stockfish du XVIe siècle de la région du Skagerrak, confirme l'ampleur de ce commerce. Les marchands de la Ligue se sont enrichis grâce à un produit qui n'était fondamentalement que du poisson séché, démontrant la valeur économique d'une conservation efficace. Le défi de préparation posé par le stockfish révèle à la fois son extrême sécheresse et les connaissances pratiques que possédaient les cuisiniers médiévaux. Le battage n'était pas destiné à attendrir au sens moderne, mais plutôt à briser suffisamment les fibres rigides pour que l'eau puisse pénétrer pendant le trempage. Après avoir été battu, le stockfish trempait pendant des jours, réabsorbant progressivement l'eau et se ramollissant au point de pouvoir être cuit. Les recettes préconisaient souvent une cuisson longue et lente pour achever la réhydratation. La texture ne revenait jamais complètement à celle du poisson frais, mais la saveur, concentrée par le séchage, transformée par le processus, était distinctive et prisée. Le stockfish représente la conservation par séchage à son extrême, exploitant les conditions environnementales pour créer des protéines de longue conservation. Pourtant, d'autres climats et d'autres cultures ont découvert que la douceur pouvait conserver tout aussi efficacement que le sel ou le séchage, par des mécanismes entièrement différents. Dans l'Europe médiévale, le sucre était un luxe rare importé à grands frais de terres lointaines. Le miel, en revanche, était l'édulcorant que chaque région pouvait produire, récolté dans des colonies d'abeilles sauvages ou dans des ruches délibérément placées près des champs et des vergers.
Cela rendait le miel omniprésent dans les cuisines médiévales, apprécié non seulement pour la douceur qu'il ajoutait aux aliments, mais aussi pour ses remarquables propriétés conservatrices. Ces propriétés découlent de multiples mécanismes agissant de concert, créant un environnement où les bactéries et les champignons ne peuvent tout simplement pas survivre. La haute teneur en sucre du miel, généralement de 75 à 80% en poids, crée une pression osmotique qui déshydrate les micro-organismes qui tentent de le coloniser. Tout comme le sel extrait l'eau des bactéries, le sucre fait de même, laissant les cellules microbiennes ratatinées et inactives. De plus, le miel contient une enzyme appelée glucose oxydase, qui produit du peroxyde d'hydrogène lorsque le miel est dilué avec l'humidité des aliments ou de l'air. Le peroxyde d'hydrogène est un puissant composé antimicrobien qui tue activement les bactéries plutôt que de simplement les inhiber. Le pH acide du miel, allant de 3,2 à 4,5, inhibe la croissance de la plupart des pathogènes, qui préfèrent les environnements neutres ou légèrement alcalins. Enfin, la faible teneur en humidité du miel, généralement inférieure à 18%, signifie que les bactéries et les champignons manquent de l'eau dont ils ont besoin pour fonctionner et se reproduire. Tous ces facteurs se combinent pour faire du miel un conservateur extraordinairement efficace. Les conservateurs médiévaux ne comprenaient ni les enzymes ni la pression osmotique, mais ils savaient certainement que les fruits conservés dans le miel pouvaient durer des mois, voire des années. Les Grecs avaient pratiqué la conservation au miel pendant des siècles, mélangeant du coing avec du miel, séchant le mélange et le mettant dans des bocaux scellés. Les Européens du Moyen Âge ont développé ces techniques. Le miel était d'abord bouilli et écumé pour éliminer les impuretés comme les morceaux de cire ou les abeilles mortes. Ensuite, une technique de superposition était employée. Une couche de miel bouilli était versée dans un récipient, des épices comme le gingembre ou la cannelle étaient saupoudrées dessus, puis les aliments étaient replacés, suivis de plus de miel, plus d'épices, plus d'aliments, créant un environnement scellé où chaque morceau était entièrement entouré par le milieu de conservation. Les épices apportaient leurs propres propriétés antimicrobiennes, tout en ajoutant de la saveur. Les confiseries médiévales utilisaient intelligemment le double rôle du miel comme édulcorant et conservateur. Les graines, gingembre, carvi, anis, fenouil, cumin, étaient enrobées de miel ou, lorsque disponible, de sucre, créant des friandises conservées qui étaient particulièrement précieuses lorsque le sucre était rare. Ces confiseries servaient à la fois de dessert et d'aide digestive, une catégorie d'aliments qui brouillait la frontière entre la cuisine et la médecine. Cette frontière était perméable dans la pensée médiévale. Le miel était utilisé en médecine populaire depuis des siècles pour traiter les blessures et les infections, et la recherche moderne a validé cette pratique en identifiant les propriétés antimicrobiennes du miel. Les guérisseurs médiévaux ne comprenaient pas que le miel produisait du peroxyde d'hydrogène ou que son pH bas inhibait la croissance bactérienne, mais ils observaient que les blessures pansées avec du miel étaient moins susceptibles de s'infecter et plus susceptibles de guérir proprement. Ce double usage, conserver les aliments et traiter les maladies, faisait du miel une substance domestique inestimable. La combinaison du miel et d'épices, améliorant la conservation, créait un stockage à long terme particulièrement efficace. Le gingembre et la cannelle, deux importations coûteuses pendant la période médiévale, possédaient leurs propres composés antimicrobiens. Lorsqu'ils étaient combinés avec les propriétés protectrices du miel, ils créaient un environnement où la décomposition n'était pas simplement ralentie, mais essentiellement stoppée. Les fruits conservés de cette manière pouvaient durer tout l'hiver et jusqu'au printemps, fournissant douceur et nutrition pendant la période de soudure, où les aliments frais n'étaient pas disponibles. Pourtant, le miel et le sucre n'étaient pas les seuls liquides capables de conserver les aliments. Une autre substance, créée par transformation plutôt que récoltée, s'est avérée tout aussi puissante pour empêcher la décomposition. Le mot vinaigre est entré en français au XIVe siècle de l'ancien français vinaigre, un composé de vin et de aigre. L'étymologie du terme révèle son origine, vin aigre, ou vin qui a subi une fermentation supplémentaire au-delà de celle qui a créé l'alcool. Ce processus de double fermentation commence lorsque les levures convertissent les sucres en éthanol, produisant du vin, de la bière ou de l'hydromel. Si ce liquide alcoolisé est ensuite exposé à des bactéries acétiques, qui sont présentes dans l'air et sur la peau des fruits, une seconde fermentation se produit lorsque les bactéries consomment l'éthanol et produisent de l'acide acétique.
Le résultat est le vinaigre, une solution aqueuse contenant de 4 à 18% d'acide acétique en volume, ainsi que des composés traces qui fournissent saveur et arôme. La production de vinaigre médiéval a atteint de nouveaux sommets de sophistication, en particulier dans la ville française d'Orléans, où le procédé d'Orléans a été perfectionné. Cette méthode consistait à remplir partiellement des tonneaux de vin et à y introduire des bactéries acétiques, puis à laisser une fermentation lente se dérouler sur des semaines ou des mois. Au fur et à mesure que le vinaigre se formait, une partie était prélevée et le tonneau était rempli de vin frais, créant un système de production continue. Le meilleur vinaigre provenait de vins de trop mauvaise qualité pour être bu. Du vin endommagé ou oxydé qui aurait été gaspillé est devenu un conservateur précieux. Les cuisiniers médiévaux utilisaient également le verjus, le jus pressé de raisin vert, qui fournissait une acidité vive sans fermentation et était apprécié pour contrebalancer l'excès de graisse dans les plats riches. Le terme latin acetum désignait ce liquide piquant et conservé, utilisé à la fois pour le marinage et en médecine. Le pouvoir conservateur du vinaigre provient de son acidité. Lorsque les aliments sont immergés dans du vinaigre ou une saumure à base de vinaigre, l'acide acétique pénètre dans l'aliment et abaisse son pH en dessous de 4,6, le seuil critique en dessous duquel des pathogènes dangereux comme Clostridium botulinum ne peuvent produire leurs toxines mortelles. L'acide tue également de nombreux micro-organismes directement, créant un environnement où la décomposition ne peut pas s'installer. Les légumes, les œufs et le poisson pouvaient être conservés dans des bocaux hermétiquement fermés, contenant une saumure à base de sel et de liquides acides, tels que le vinaigre, le jus de citron ou le verjus, le jus pressé de raisin vert. La combinaison du sel et de l'acide créait des barrières redondantes, chacune renforçant l'autre. Le marinage était assez courant dans l'Europe médiévale, bien que les techniques fussent primitives par rapport aux méthodes modernes. Les légumes étaient tassés dans des bocaux ou des tonneaux, recouverts de saumure et scellés aussi bien que la technologie le permettait. Les conserves ainsi obtenues fournissaient une nutrition aigre et salée pendant les mois d'hiver où les légumes frais n'étaient pas disponibles. Les mêmes techniques conservaient les œufs qui pouvaient être gardés dans une saumure de vinaigre pendant des mois, et le poisson qui pouvait être mariné cru ou après une légère cuisson. La fermentation s'étendait au-delà du vinaigre pour inclure une catégorie de conservation que les gens du Moyen Âge pratiquaient sans la comprendre pleinement. Lorsque le lait était laissé à fermenter naturellement, des bactéries et des levures opportunistes le colonisaient, le transformant en fromage ou en babeur. La fabrication du fromage au début et au haut Moyen Âge, en particulier dans les régions méditerranéennes, reposait fortement sur le lait de brebis et de chèvre, car ces animaux étaient si plus courants dans certaines régions et leur lait était plus riche. Cependant, à la fin de la période médiévale, au XIVe et XVe siècle, le lait de vache est devenu de plus en plus dominant en Europe du Nord à mesure que le bétail devenait plus économiquement viable. Quelle que soit la source de lait, le fromage est devenu le principal fournisseur de protéines animales pour les classes inférieures, qui pouvaient rarement se permettre de la viande. Le processus de fermentation non seulement conservait le lait qui se serait gâté en une journée, mais créait également un produit qui pouvait durer des mois ou des années selon la variété. Les fromages à pâte dure, fortement salés et affinés, devenaient durs comme de la pierre et piquants durant tout l'hiver et servant de provision portable pour les voyageurs. Les boissons alcoolisées représentaient une autre forme de fermentation. Les raisins transformés en vin, le miel en hydromel, les céréales en bière. Ces boissons fournissaient des calories et des nutriments, tandis que la teneur en alcool inhibait la détérioration. Les gens du Moyen Âge buvaient plus souvent de la bière légère ou du vin dilué plutôt que de l'eau, non pas parce qu'ils comprenaient que l'eau pouvait transmettre des maladies, mais parce qu'ils observaient que les gens qui buvaient des boissons fermentées semblaient en meilleure santé que ceux qui buvaient de sources d'eau douteuse. L'alcool tuait les bactéries, rendant les boissons fermentées plus sûres que l'eau tirée de puits ou de ruisseaux, qui pouvaient être contaminés par des déchets humains ou animaux. La fermentation a été découverte plutôt qu'inventée. Les peuples anciens ont observé les micro-organismes opportunistes à l'œuvre et ont appris à encourager et à exploiter ces processus. La compétence résidait dans l'observation, reconnaître quand la fermentation se déroulait correctement par rapport à quand une contamination s'était produite, savoir quand le fromage avait suffisamment vieilli par rapport à quand il avait commencé à pourrir, comprendre quels récipients et conditions favorisaient les fermentations souhaitées. Ce savoir était empirique, construit par essais et erreurs sur des générations,
affinée jusqu'à faire partie de l'héritage culturel transmis de parents à enfants. Toutes ces méthodes de conservation, salage, fumage, séchage, conservation au miel, marinage, fermentation, nécessitaient un stockage approprié pour atteindre leur plein potentiel. Les techniques de conservation les plus sophistiquées échoueraient si les aliments conservés étaient ensuite gardés dans des conditions chaudes et humides où la moisissure pourrait se développer et les insectes infester. L'infrastructure de stockage était aussi essentielle que les techniques de conservation elles-mêmes. Les constructeurs médiévaux reconnaissaient que la terre possédait des propriétés naturelles idéales pour la conservation des aliments: fraîcheur, stabilité et, dans les espaces souterrains, une humidité élevée qui empêchait la dessiccation sans favoriser la pourriture. Les caves à légumes exploitaient ces propriétés en créant des structures souterraines ou partiellement souterraines, utilisant la masse de la terre comme isolant contre les fluctuations de température. Les conditions optimales pour le stockage des racines, des températures entre 32 et 40 degrés Fahrenheit avec une humidité relative de 85 à 95%, inhibaient la croissance microbienne, réduisaient à la respiration des cultures stockées qui continuaient à métaboliser lentement même après la récolte et empêchaient à la fois la dessiccation et le gel. À l'époque médiévale, les caves à légumes avaient évolué de simples fosses à des structures durables construites avec de la pierre, du bois, du mortier et du gazon. Les fouilles archéologiques révèlent des caves intégrées aux fondations des bâtiments, avec des revêtements en pierre pour la stabilité et des buttes de terre pour l'isolation. La plupart étaient construites pour durer des générations. Qu'est-ce qui était stocké dans ces chambres souterraines? Les légumes racines, carottes, betteraves, choux, oignons, étaient emballés dans des couches de sable qui absorbaient l'humidité, tout en empêchant la pourriture de se propager. Les pommes et les poires allaient dans des tonneaux garnis de paille. Les céréales et les noix nécessitaient des récipients hermétiquement fermés contre les insectes. Dans les châteaux et les grandes maisons, certains aliments étaient emballés dans de la glace d'hiver, restant congelés jusqu'au printemps et même en été. Le stockage des céréales présentait des défis différents. Contrairement aux légumes racines qui bénéficiaient de l'humidité, les céréales nécessitaient une protection contre l'humidité qui favoriserait la croissance fongique. La plupart des céréales étaient stockées en surface, dans des granges et des greniers surélevés sur des pierres ou des poteaux pour éviter les inondations et dissuader les rongeurs. Une méthode alternative utilisait des fosses souterraines, scellées hermétiquement. Les céréales les plus proches des bords pourrissaient, mais ce faisant, les micro-organismes consommaient l'oxygène par la respiration et le remplaçaient par du dioxyde de carbone, préservant ainsi les céréales intérieures. Comme l'érudit romain Varron l'avait observé des siècles plus tôt, le charançon ne se reproduit pas là où l'air n'atteint pas. Les glacières, bien que beaucoup moins courantes que les caves à légumes, représentaient les structures de stockage les plus élaborées. Le concept était ancien. Des tablettes akkadiennes de 1750 avant notre ère décrivent des glacières sur l'Euphrate, tandis que les ingénieurs perses, vers 400 avant notre ère, construisaient des yakhchals dans les déserts en utilisant le refroidissement par évaporation et par rayonnement. Les glacières sont arrivées en Grande-Bretagne dans les années 1600, le roi Jacques Ier commandant la première d'Angleterre à Greenwich Park en 1619. Pendant l'hiver, la glace coupée des lacs et rivières gelées était transportée vers ces structures souterraines et emballée avec de la paille ou de la sciure comme isolant. Les glacières bien conçues gardèrent les blocs gelés pendant des mois, fournissant de la glace en été pour refroidir les boissons ou conserver les aliments. Un luxe que les Européens riches ont de plus en plus adopté à partir du XVIe siècle. Toute cette infrastructure de stockage, caves, greniers, glacières, formait la dernière étape d'un système de conservation sophistiqué. La nourriture était conservée par de multiples méthodes, puis stockée dans des conditions qui maintenaient ces barrières de conservation. Le système était remarquablement résilient, car il ne dépendait d'aucune technique unique, mais plutôt de couches de protection se renforçant mutuellement. Cette approche en couches devient plus évidente lorsque nous examinons comment la conservation fonctionnait en pratique, en suivant le rythme des saisons. Les anglo-saxons appelaient novembre le mois du sang, et ce nom était sinistrement approprié. À mesure que l'automne avançait et que les premières fortes gelées signalaient l'approche de l'hiver, les paysans de toute l'Europe médiévale faisaient face à un calcul qui déterminait si leur famille survivrait jusqu'au printemps. L'herbe qui avait engraissé le bétail pendant l'été et l'automne cessait de pousser, entrant en dormance à mesure que les températures chutaient.
L'orge et le foin stockés pour l'alimentation hivernale étaient des ressources limitées, insuffisantes pour maintenir tout le troupeau pendant les longs mois à venir. Des choix difficiles devaient être faits. Quels animaux étaient des reproducteurs essentiels? Lesquels étaient assez jeunes et en assez bonne santé pour justifier de consommer le précieux fourrage? Lesquels étaient sacrifiables? L'abattage qui suivait ces calculs était systématique et complet. Les villageois tuaient une partie importante de leur bétail, assurant la survie des reproducteurs et des très jeunes animaux qui représentaient les futurs troupeaux. Les porcs, qui avaient couru en liberté dans les forêts tout l'été, en s'engraissant de glands tombés et de tout ce qu'ils pouvaient déterrer, étaient rassemblés en novembre et abattus en masse. Le bétail qui ne pouvait être nourri pendant l'hiver subissait le même sort à la fin de l'automne, lorsque le froid s'installait. Le travail était sanglant, épuisant et essentiel. Chaque foyer participait, et le village empestait le sang et les abats pendant que le dépeçage se poursuivait. Pourtant, l'abattage n'était que le début, le vrai travail était la transformation. Convertir des centaines de livres de viande fraîche en provisions conservées durant jusqu'au printemps ou au-delà. Les femmes superposaient des morceaux de porc avec du sel précieux, le pressant profondément dans la chair, emballant les morceaux salés dans des tonneaux. Les hommes suspendirent les carcasses dans des fumoirs ou près des ouvertures de cheminées pour des semaines de séchage et de fumage lent. Les foyers les plus riches frottaient la viande avec des épices coûteuses et du miel avant de la fumer. D'autres se contentaient de sel et de fumée seuls, ou juste de fumée si le sel était trop cher. Chaque morceau était utilisé. Les organes devenaient des saucisses, les os du bouillon, le sang du boudin, la graisse du saindoux. Rien n'était gaspillé, car le gaspillage en novembre signifiait la faim en mars. Simultanément, d'autres aliments recevaient des traitements de conservation. Les haricots et les pois étaient séchés et scellés contre les insectes. Les pommes et les poires étaient inspectés. Les fruits abîmés étant consommés immédiatement, tandis que les spécimens parfaits allaient dans des tonneaux garnis de paille. Les légumes racines étaient emballés dans des couches de sable dans les caves, empêchant la pourriture tout en maintenant l'humidité. Les enjeux de ce travail d'automne ne pouvaient guère être plus élevés. Si la récolte de l'été précédent avait été mauvaise, des prières s'élevaient pour survivre à l'hiver rigoureux à venir. Un temps humide et froid pendant la période des récoltes signifiait s'inquiéter constamment de la faim à venir, sachant que les provisions s'épuiseraient bien avant que les nouvelles cultures ne mûrissent. Les chroniques et annales de l'Europe médiévale mentionnaient fréquemment des hivers froids et des printemps tardifs, les entrées laconiques laissant entrevoir la souffrance que ces conditions causaient. Le pain était la principale source de calories pour la plupart des gens, ce qui rendait le stockage des céréales particulièrement important. Si les réserves de céréales s'épuisaient, aucune quantité de viande ou de légumes conservés n'empêcherait la famine. Les différentes classes sociales vivaient les préparatifs d'automne différemment. Les foyers plus riches, avec plus de ressources et plus d'espace de stockage, pouvaient conserver la nourriture à une échelle qui fournissait un véritable filet de sécurité pendant l'hiver et le printemps. La consommation des classes inférieures était probablement plus saisonnière, les gens du commun mangeant frais en automne, des aliments conservés en hiver, et tout ce qu'ils pouvaient trouver pendant la période de soudure du printemps. Les marchés et les potagers dictaient ce que les gens mangeaient au quotidien. L'hiver signifiait des racines et des légumes d'hiver robustes comme le chou frisé et les poireaux. Le printemps et l'été apportaient des baies, des fruits et des herbes fraîches. Les cultures de début de printemps, betteraves, navets, choux, oignons, ail, étaient plantées spécifiquement pour combler le fossé entre l'épuisement des stocks d'hiver et l'arrivée des principales cultures d'été. Tout ce système tournait autour de rythmes saisonniers qui étaient absolus et impitoyables. Les gens modernes peuvent ignorer les saisons, mangeant des fraises en décembre et des tomates en janvier, parce que le commerce mondial et la réfrigération rendent tout disponible en permanence. Les gens du Moyen Âge vivaient selon le calendrier, sachant que le labeur de novembre déterminait le sort de février. L'abattage et la conservation d'automne n'étaient pas une tradition ou une coutume pittoresque, mais plutôt un impératif de survie pratiqué année après année, génération après génération, affiné par d'innombrables itérations en une réponse sophistiquée aux défis de la conservation. Même les préparatifs d'automne les plus diligents ne pouvaient éliminer entièrement la période de soudure, cette période désespérée de la fin de l'hiver et du début du printemps, où la nourriture stockée diminuait alors que les nouvelles récoltes étaient encore à des mois de la moisson. C'était la saison que les paysans médiévaux appelaient l'Encten, le mot anglo-saxon pour le printemps, qui deviendrait finalement
lente en anglais. Le moment n'était pas une coïncidence. L'observance chrétienne du carême commençait un mois avant l'équinoxe de printemps, précisément au moment où même les foyers bien préparés voyaient leurs provisions s'épuiser. Le jeûne religieux pendant cette période était moins une épreuve imposée par l'Église qu'une reconnaissance de la réalité à laquelle étaient confrontées les communautés agricoles de toute l'Europe. La période de soudure se manifestait de multiples façons. Les champs restaient gelés, les brebis n'avaient déjà pas encore agnelé, les vaches étaient taries et les poules pondaient moins d'œufs sous le faible soleil d'hiver. Les sources de nourriture fraîche s'étaient réduites à presque rien, tandis que les provisions stockées diminuaient. Les tonneaux de viande salée ne contenaient que les morceaux les moins désirables et les plus salés. Les caves à légumes ne contenaient que des légumes présentant des taches molles ou des germes. Même les haricots secs, les pois et les céréales soigneusement amassées commençaient à manquer. C'est à ce moment que la conservation des aliments médiévale prouvait sa valeur ou révélait ses limites. Les foyers qui avaient de conserver la nourriture avec habileté et en abondance pouvaient traverser la période de soudure, sans pire que la monotonie dans leur alimentation et un désir lancinant d'aliments frais. Les foyers qui avaient connu de mauvaises récoltes, ou qui avaient de mal conservé, ou qui avaient subi des pertes dues à la détérioration ou à la vermine, faisaient face à une véritable faim. Les enfants devenaient apathiques, les adultes s'affaiblissaient, les personnes âgées devenaient dangereusement vulnérables aux maladies. Le printemps était paradoxalement la saison la plus dangereuse, lorsque le froid de l'hiver était passé, mais que la nourriture restait rare. Les premières récoltes de printemps étaient donc attendues avec désespoir. Les premières verdures, les premières betteraves et navets, les plants de choux qui avaient passé l'hiver, les oignons et l'ail qui émergeaient dès que le sol se réchauffait, étaient consommés avec une faim née de mois, passés à ne rien manger de frais. Ces légumes n'étaient pas particulièrement savoureux ou nutritifs par rapport aux cultures d'été ultérieures, mais ils étaient frais, et la fraîcheur après des mois de provisions salées, séchées, fumées, était une forme de richesse. Les marchés et les potagers devenaient le centre de l'attention quotidienne, chaque nouvelle plante comestible étant célébrée. Le soulagement lorsque le printemps arrivait vraiment était profond. La période de soudure avait été surmontée pour une autre année, et le cycle recommencerait. Abondance, conservation, consommation, pénurie, puis retour de l'abondance. La vie médiévale était organisée autour de ce rythme d'une manière que les gens modernes ont du mal à comprendre. Nous mangeons les mêmes aliments toute l'année, sans penser aux saisons. Les gens du Moyen Âge savaient intimement que le labeur de l'automne déterminait la survie du printemps. La conservation médiévale était efficace, mais pas infaillible. La viande était l'aliment le plus dangereux, se gâtant en quelques heures par temps chaud. Un transport lent, l'absence de réfrigération et une conservation inégale signifiaient que la contamination pouvait commencer rapidement. Les archives municipales documentent de fréquentes amendes pour les bouchers vendant de la viande putride, révélant des problèmes de détérioration persistants malgré des réglementations étendues. Une économie secondaire a émergé où les vendeurs achetaient des produits presque avariés à prix réduit, puis masquaient la détérioration en les faisant rebouillir ou en les réépiquant. Les plus pauvres, les moins capables de survivre à la maladie, étaient les plus susceptibles de consommer de tels aliments contaminés. Pourtant, les gens du Moyen Âge étaient remarquablement prudents avec la nourriture, car ils comprenaient les enjeux. Lorsque les conséquences de l'épuisement des stocks incluaient la famine, chaque bouchée comptait. Le gaspillage médiéval était minime, car la nécessité exigeait l'efficacité. Les aliments se gâtant rapidement devaient être consommés immédiatement, influençant les rythmes alimentaires. La viande fraîche des abattages était consommée lors de festins lorsqu'elle était abondante mais temporaire. Le poisson frais était cuit le jour de sa capture ou immédiatement conservé. Le lait frais devenait du fromage ou du beurre. La distinction entre les aliments frais et conservés était fondamentale. Le frais était un luxe saisonnier consommé immédiatement, tandis que le conservé était la sécurité rendant la survie possible. La persistance des problèmes de détérioration révèle une vérité importante. Les systèmes alimentaires médiévaux étaient résilients mais non sans risque. Ils ont développé une conservation efficace grâce à des siècles d'expérience, mais ont tout de même fait face à la faim, ont perdu de la nourriture à cause de la détérioration et ont enterré des enfants morts de nourriture contaminée ou de famine hivernale. Le système a soutenu des populations croissantes et a bâti la civilisation, mais il était impitoyable envers les erreurs et vulnérable à la guerre, aux intempéries ou aux maladies.
La conservation des aliments médiévale était fondamentalement différente de la conservation moderne, car elle reposait sur de multiples barrières, agissant de concert plutôt que sur une seule barrière maintenue par un apport constant en énergie. Le sel extrayait l'humidité de la viande et du poisson, créant des environnements hostiles pour les bactéries. La fumée ajoutait des composés antibactériens tout en séchant davantage la chair. Le stockage au frais dans les caves ralentissait le peu d'activité microbienne restante. La consommation rapide pendant les périodes vulnérables empêchait la détérioration de prendre pied. Chaque méthode de conservation renforçait les autres, créant une redondance qui rendait l'ensemble du système remarquablement robuste. Si les réserves de sel diminuaient, le fumage pouvait compenser. Si le fumage n'était pas possible, un salage intensif et un stockage au froid suffisaient. Le système n'avait pas de point de défaillance unique, car il était conçu, non pas par une planification formelle, mais par des siècles de perfectionnement, pour avoir des sauvegardes sur des sauvegardes. Comparez cela avec les systèmes alimentaires modernes. Nous avons gagné une commodité extraordinaire, un accès toute l'année à des produits du monde entier et une variété considérable. Nous avons largement éliminé le lourd labeur que la conservation exigeait, libérant le temps et l'énergie humains pour d'autres activités. Moins de gens souffrent de la faim dans les nations riches qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire, du moins en temps ordinaire. Pourtant, nous avons accepté des compromis qui ne sont pas toujours apparents. La nourriture moderne dépend presque entièrement de la réfrigération comme barrière de conservation. Lorsque cette barrière cède, lors de pannes de courant, de pannes d'équipement ou de perturbations de l'approvisionnement en carburant qui fait fonctionner les camions réfrigérés, la nourriture se gâte avec une vitesse alarmante. Nous avons sélectionné des aliments pour leur apparence, leur rendement et leur transportabilité, tout en perdant les qualités de conservation naturelles que les variétés possédaient autrefois. Nos chaînes d'approvisionnement s'étendent sur des continents, nous rendant dépendants de réseaux vulnérables aux intempéries, à la politique, aux pandémies ou aux perturbations économiques. Le gaspillage alimentaire est devenu endémique dans la société moderne. Les estimations suggèrent que 20 à 40% de la nourriture produite n'atteint jamais la consommation, se gâtant quelque part dans la chaîne de la ferme, à la table, jusqu'à la décharge. Les gens du Moyen Âge trouveraient cela incompréhensible, un niveau de gaspillage possible uniquement dans des sociétés d'une abondance extraordinaire. Pourtant, ce gaspillage reflète la fragilité intégrée à nos systèmes. Parce que la nourriture est bon marché et abondante, du moins pour ceux qui ont des ressources, nous ne développons pas de compétences en conservation. Nous n'apprenons pas à faire des conserves, à mariner, à fumer ou à fermenter. Nous n'entretenons pas de caves à légumes, ni ne planifions une alimentation saisonnière. Nous ne savons pas comment transformer l'abondance de l'automne en sécurité pour le printemps, parce que nous n'avons jamais eu besoin de l'apprendre. Le savoir accumulé sur des millénaires a été largement perdu en quelques générations. En regardant en arrière d'un point de vue moderne, nous pouvons voir à la fois ce qui a été gagné et ce qui a été perdu. Lorsque nous voyons cela avec les yeux d'aujourd'hui, après avoir connu des perturbations de la chaîne d'approvisionnement lors de récentes crises mondiales, les vulnérabilités des systèmes modernes deviennent apparentes. Les gens du Moyen Âge avaient beaucoup moins de richesses matérielles, des vies beaucoup plus dures, et souffrir de problèmes que nous avons résolus. Mais ils possédaient également des connaissances et des compétences qui les rendaient résilients d'une manière que nous ne le sommes pas. Ils comprenaient la conservation non pas comme une option ou un passe-temps, mais comme un élément fondamental de la survie. Ils savaient, avec une intimité qui manque aux gens modernes, que le labeur de l'automne déterminait le sort du printemps. Fait intéressant, nous assistons à une renaissance des techniques de conservation traditionnelles. La fermentation a connu une renaissance, les gens redécouvrant les saveurs et les bienfaits pour la santé des aliments naturellement fermentés. Le marinage et la mise en conserve sont revenus à la fois comme des compétences pratiques et des arts culinaires. Les mouvements de retour à la terre adoptent des compétences qui semblaient obsolètes il y a une génération. Ces renaissances suggèrent que nous sentons peut-être la fragilité des systèmes dont nous dépendons et que nous cherchons à récupérer une partie de la résilience que nos ancêtres possédaient. Nous ne retournons pas à la vie médiévale, peu le voudraient vraiment, mais nous pourrions nous diriger vers un équilibre qui combine les avantages modernes avec la sagesse traditionnelle. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage à travers la conservation des aliments au Moyen Âge. J'espère que vous avez acquis une nouvelle appréciation pour l'ingéniosité dont nos ancêtres ont fait preuve pour résoudre le défi fondamental d'empêcher la nourriture de pourrir sans aucune des technologies que nous tenons pour acquises. Leur solution,
De multiples barrières de conservation, des rythmes saisonniers, un stockage soigné, un gaspillage minimal, offrent des leçons qui restent pertinentes alors que nous sommes aux prises avec la sécurité alimentaire, le changement climatique et la durabilité de nos systèmes modernes. Comprendre comment les gens du Moyen Âge conservaient de la nourriture nous aide à apprécier à la fois le chemin parcouru et ce que nous avons laissé derrière nous. Si vous avez apprécié cette exploration de la vie médiévale et du savoir sophistiqué qui a soutenu la civilisation à travers des siècles difficiles, je serais ravi que vous donniez un j'aime à cette vidéo et que vous la partagiez avec d'autres qui pourraient la trouver fascinante. Je vous encourage à commenter avec vos réflexions sur la conservation des aliments, que vous pratiquiez des techniques traditionnelles, que vous soyez préoccupé par la fragilité des systèmes alimentaires modernes ou que vous ayez des questions sur l'histoire médiévale. Et si vous souhaitez continuer à explorer l'ingéniosité et la complexité remarquable de la vie quotidienne au Moyen Âge, veuillez vous abonner pour plus d'analyses approfondies du monde médiéval. Il y a tellement plus à découvrir sur la façon dont nos ancêtres vivaient, travaillaient et survivaient dans des conditions qui nous mettraient profondément au défi aujourd'hui.